Le récit s'ouvre sur des gens qui chuchotent en évoquant une étrange rumeur qui se répand désormais dans le monde entier. Dans la rue raconte le légende terrifiante d'un esprit à crâne de limace qui, à lui seul, a décimé une famille entièrement. En réalité, tout cela ne serait qu'une simple histoire populaire mettant en scène une bête idiote faite pour effrayer ceux qui l'entendent. Mais cette affaire détient un détail fort inhabituel qui le rend un caractère qui la distingue nettement des autres. Le plus étonnant, c'est que le résultat de toute cette tragédie s'est avéré vraiment saisissant. Plusieurs jours après l'attaque, le crâne de l'esprit a été retrouvé pendu à l'entrée même du domicile de la victime. Et celui qui a fait quelque chose d'aussi extrême est l'unique rescapé de la tragédie, le fils aîné qui n'a que 12 ans, je peux déjà déclarer que le MC est un mythe absolu vengeant ainsi ses proches. Après cette prouesse extraordinaire, les habitants du village ont commencé à répandre des histoires selon lesquelles l'enfant n'était même pas humain. L'histoire nous emmène peu après dans un petit village tranquille encerclé par belles massifs montagneux où tout s'est déroulé. Au milieu des habitations ordinaires se trouve la vieille maison familiale qui a été anéantie par la bête. Dans l'enceinte, il est toujours possible de remarquer le crâne de l'entité fixé sur un bâton de bambou ensanglanté. À cet instant, une énigmatique silhouette vêtue d'une cape sombre apparaît sur les lieux, réalisant qu'elle vient enfin de repérer la bonne demeure. Il s'agit du exorciste, Mon Ryan, qui ironise un peu en peine à la vue de l'état lamentable de la bête. Elle se rappelle que les habitants du village local la suppliaient dans leur détresse de faire quitter l'enfant, affirmant qu'il était une bête déguisée. Ryan débute à trop réfléchir à l'idée qu'un esprit puisse pleinement se transformer en un garçon âgé de 10 ans. Après tout, même de nombreux enfants n'auraient pas la force de anéantir une telle entité, encore moins la froideur d'exposer son crâne comme un trophée. Souhaitant vérifier la vérité par elle-même, elle ouvre l'entrée de l'habitation. À peine eut-elle entre dents, le chasseur remarque l'enfant installé seul dans un coin de l'enceinte. Malgré les multiples plaies qui la couvrent, la jeune remarque sa présence et demande qui elle est. Elle se présente comme Mongrion, une chasseuse d'esprit, et l'enfant est surpris en découvrant ce qu'elle fait. Peu après, ils échangèrent un regard. Elle comprend tandis que ce tout petit garçon est dans les faits la bête effrayante dont parlaient les habitants du village. À la vue de le regard vide dans les yeux des enfants, elle saisit sur le zone pourquoi les habitants du village étaient terrifiés, mais elle préfère prendre le temps de transporter un jugement à son sujet. En examinant les tombes peu profondes non loin, elle saisit sur son corps taché de terre qu'il a creusé les tombes de ses proches seuls. Pensant qu'il n'a probablement rien mangé ni bu depuis longtemps, le chasseur cherche dans ses provisions et dépose une écuelle de porridge au sol, devant lui l'enfant. Mon Ryan l'invite à prendre son repas, mais l'enfant paraît perplexe et ne comprend pas pour quel motif elle lui donne à manger. Il demande alors si elle n'est pas venue jusqu'ici uniquement pour en achever avec lui, répondant ainsi à la demande des habitants du village effrayés. Le garçon explique que les habitants ne l'a toujours pas aimé après ses yeux singuliers, et désormais qu'ils l'ont vu anéantir un esprit, ils veulent juste qu'il parte. À ces paroles une déclaration aussi mature pour un enfant de son âge, Mon Ryan est manifestement ému. Elle prend place juste à côté de lui et l'invite à expliquer précisément comment il a effectivement réussi à anéantir l'entité. À cet instant, les images du passé de cette redoutable nuit refont tout à coup surface dans les réflexions du jeune. Il garde une mémoire très précise de avoir vu les dépouilles de ses proches sans vie sur le sol. L'enfant resta caché dans un silence absolu tandis que le redoutable bête dévorait le demeure de ses proches. Je vis tout à travers une fissure dans l'entrée en bois. Cette vision redoutable de cette tragédie s'est imprimée définitivement dans sa mémoire dans l'esprit de l'enfant. Mais face à cette scène, il ne pouvait simplement demeurer spectateur et ne rien faire. Poussé par un désir ardent de revanche, l'enfant parvient à fabriquer une lance improvisée en bambou. Avec un courage exceptionnel, il mobilisa toutes ses forces pour enfoncer l'arme directement dans le cou du redoutable bête. Le garçon explique qu'il s'est caché dans le marais, a suivi la trace de l'entité, a vendu ses affaires pour acheter des informations et a obtenu son gain. Mec, ce MC est la vraie affaire, je suis déjà fan. Mon Ryan demande pourquoi il a affiché le crâne à l'entrée et il répond qu'il voulait rendre exactement la même cruauté que la bête lui a infligée. Bien que cela paraisse être un récit stupéfiant venant d'un enfant, son expression lui confirme qu'il n'y a la moindre tromperie dans ses propos. Elle remarque le bambou traité au sel et le sait, même avec cette astuce, anéantir un esprit comme celui-là est une tâche difficile, même pour les adultes. Mon Ryan observe le hémoglobine froid, la détermination et la précision du garçon, réalisant qu'il était pratiquement né pour être un exorciste. L'enfant reconnaît que désormais que sa revanche est entièrement réglée, il n'a aucune raison pour continuer à vivre. Le regard dirigé vers le sol, il dévoile que tout ce qu'il souhaite désormais, c'est mourir en paix à proximité de ses proches. À ces paroles cela, Mon Ryan donne tout simplement un coup de pied à l'enfant directement sur son front. L'enfant est complètement confus et elle choisit de lui questionner son nom, découvrant qu'il s'appelle Issei. Peu après,
Le chasseur demande s'il pense vraiment avoir obtenu un véritable gain tout simplement en accrochant cette crâne à l'entrée. Elle se questionne s'il ne se contente pas de ce résultat, prétendant que cela lui suffisait déjà. Monrayan s'interroge comment l'enfant peut se contenter d'abattre un seul esprit après avoir perdu toutes ses proches et sa envie de continuer à vivre. Peu après, elle lui tourne le dos et lui détaille sans ambiguïté que puisqu'il n'est qu'un humain commun et non une bête, la mission de chasse est annulée, lui déclarant au revoir froidement. Après cette réponse, Issei demeure absorbé par ses pensées. La scène se déroule en issue d'après-midi dans le bourg où le dirigeant du bourg réagit avec colère et une profonde stupeur en apprenant la décision de Monrayan. L'homme hurle avec irritation en lui demandant si elle ne va vraiment pas achever l'enfant, mais elle répond calmement que l'enfant n'est qu'un être humain ordinaire. Il essaie alors de lui offrir une somme supplémentaire dans l'objectif de le faire revenir sur sa décision, mais le chasseur réplique sans attendre en demandant quel est le problème avec tant de hostilité contre un enfant. Le dirigeant pénètre dans une brutale rage en révélant les yeux singuliers des garçons, insistant sur le fait qu'il est une entité maudite qui va apporter la ruine complète à l'ensemble du village. Avec un mépris évident, Monrayan le attaque avec la dure vérité, déclarant que dans les faits, les gens de ce bourg lui ressemblent de véritables monstres. Elle avertit que rejeter un enfant tout simplement parce qu'il est différent est une faute particulièrement grave et avertit que nourrir autant de rancune risquera au contraire d'attirer de vrais esprits. L'aîné maintient avec obstination sur le fait que c'est l'enfant qui attire les créatures, mais elle comprend tandis que ces gens ignorants n'écouteront jamais motif. Résolu à agir eux-mêmes, à sa manière, Monrayan enlève une partie de son couvre-dirigeant et dévoile une corne pointue sur son crâne, étonnant les habitants du village, en révélant enfin sa authentique apparence impressionnante devant les habitants. Elle prononce un avertissement catégorique pour que plus personne n'ose désormais s'en prendre au jeune orphelin. Avec une expression menaçante et des yeux d'un rouge éclatant, elle avertit que toute personne qui oserait lui désobéir s'exposera à une rigoureuse sanction de sa part, un redoutable Dogby. La habitante du village tombe au sol, terrifiée, hurlant à l'aide, mais elle détaille que son peuple a un pacte avec les êtres humains pour traquer les monstres. Elle ironise en remarquant que pour les esprits étroits, tout se ressemble et affirme à nouveau que la mission consistant à anéantir l'enfant est considérée comme terminée pour de bon. Tandis que le chasseur s'efface peu à peu dans les ténèbres, l'homme exprime sa rage, refusant toujours d'admettre qu'il est engagé un prétendre la bête pour les secourir. Tremblant de rage et d'effroi, le dirigeant du bourg panique, totalement perdu quant à la marche à accompagner désormais pour résoudre ce redoutable souci. Accablés par l'ignorance, les habitants du village parviennent à la lâche conclusion qu'ils finissent par décider de agir eux-mêmes. Après s'être fortement équipés, ils marchent avec agitation dans le but malsain de défendre le bourg de l'enfant. L'instant d'après, des étincelles de feu commencent à se propager sans plus aucun contrôle dans toute l'ancienne demeure d'Issei. Les habitants du village encerclent la demeure et mettent le feu à tout, regardant le feu criminel dévorer sans pitié les habitants au cœur de la nuit. Le dirigeant se met à ricaner d'un rire dément, hurlant avec contentement qu'ils auraient dû incendier l'endroit dès le commencement. « Mec, ces gars sont de véritables monstres, une bande de connards absolus », il crie que sans demeure, le petit bête ne pourra plus y demeurer, tandis que le feu s'approche dangereusement des tombes de fortune. Affolé devant les tombes de ses proches et de ses fratries menacées par le feu, Issei court vers l'incendie pour tenter de défendre le lieu de repos de ses proches. L'homme entièrement déséquilibré continue de ricaner de façon hystérique, déclarant au feu de brûler l'enfant jusqu'à ce qu'il se transforme en cendre. Tout à coup, une bête débute à prendre forme, apparaissant tout à coup. Et toute force négative et le rancœur des habitants du village ont commencé à être canalisés. De la hostilité maladive des gens, un nouvel esprit gigantesque doté de nombreux yeux prend forme d'une façon terrifiante en plein milieu du bourg. La entité colossale pousse un rugissement furieux, ordonnant que tout brûle autour, semant une ravage considérable grâce à son puissance obscure. Issei contemple cette effrayante apparition, entièrement sous le choc, réalisant qu'un autre horrible esprit vient d'apparaître devant lui. La bête étrange rugit sauvagement, révélant des dents acérées comme des rasoirs et une aura violet foncé très inquiétante. Aussitôt, le esprit tire un rayon d'énergie violet ravageur qui attaque le sol directement à l'endroit où se tenait l'enfant. Le jeune réussit de peu à réagir face à la vitesse effrayante et à la gigantesque puissance destructeur de cette attaque étonnée. Projeté par la déflagration brutale, la glace est projetée loin dans les airs, laissant échapper un gémissement douloureux lorsqu'il reçoit un coup direct. Il roule sans parvenir à se contrôler sur le sol en terre battue, à travers l'épave qui continue de brûler dans le feu. Sur le sol et entièrement couverte d'hémoglobine, l'enfant lutte pour rester conscient malgré tous les dégâts causés à son corps. En examinant de côté, le désespoir prend le dessus lorsqu'il observe que les lieux de repos de fortune de ses proches ont été complètement détruits. Rassemblant ses dernières réserves, le jeune cherche à se remettre debout pour se remettre debout et affronter à la redoutable menace. Une fois de plus, il contemple le colossal esprit émergeant de la fumée, réalisant qu'il devra se vaincre à nouveau s'il souhaite passer la nuit. Envahi par la colère,
il regrette amèrement qu'il lui ait enlevé ses proches et qu'il détruise désormais même sa chance de mourir à leur côté. Au cœur de cette fumée violette, surgit le visage tordu du dirigeant du bourg, riant d'un rire dément de façon effrayante, le esprit tente d'écraser l'enfant d'un coup brutal, dispersant de l'hémoglobine et des débris dans toute l'enceinte. Serrant fermement son arme de fortune, Issei se déclare qu'il pensait n'avoir totalement plus rien à perdre dans ce monde cruel. Toutefois, voyant le repos éternel de ses proches profanés, il comprend dans un éclair de fureur qu'il lui demeure encore quelque chose de précieux à défendre. C'est tandis que de danger, les propos de Monrayan résonnèrent de nouveau dans son esprit, lui demandant s'il pensait vraiment que c'était un véritable gain. Sa voix continue de retentir dans ses réflexions, lui demandant s'il acceptait tout simplement cette mauvaise issue par simple résignation. Ces images suscitent une rage profonde dans la poitrine d'Issei, faisant naître une colère féroce et une volonté farouche dans ses yeux. Et peu après, une explosion massive et brutale d'énergie violette explose autour de l'enfant, brisant le sol sous lui. Avec son puissance cachée s'éveillant de manière brutale, Issei se précipite de toutes ses forces droit vers la gueule de la bête géante. Les âmes tordues à l'intérieur de l'esprit persistent à murmurer cruellement qu'il a perdu ses proches, son désir de vivre et tout le demeure, les mots durs de Monrayan résonnent à nouveau dans l'esprit d'Issei, se demandant comment il pourrait se contenter d'abattre une seule entité. Pendant ce temps, la bête géante et étrange constituée par les âmes des habitants du village pousse un rugissement furieux total en plein cœur de l'enceinte en ruine. Le esprit ouvre son gigantesque gueule remplie de dents acérées pour avaler l'enfant en entier définitivement. Toutefois, Issei rassemble ses dernières forces et s'élance, poussant son acte directement au cœur de l'œil géant de la bête. La redoutable entité vacille et se contorsionne de pure souffrance tandis que le jeune atterrit au sol entouré d'une redoutable énergie violette. Le garçon avance la main, brillante de feu mystique et affirme qu'il saisit enfin le vrai sens de sa revanche. Il affirme d'un regard de pure rage et opte pour que son revanche ne prendra issue que lorsque tous les esprits sera anéantis. Mais peu après avoir prononcé ce vœu héroïque, le jeune abandonne entièrement son énergie et son bras débute à tomber mollement. Écrasé par l'épuisement extrême et la importance de ses blessures, le gamin finit par s'évanouir au cœur de toute cette fumée. Toutefois, au moment où il allait s'écrouler impuissant sur la terre, la main ferme de Monrayan saisit fermement le bras du garçon. La chasseuse d'esprit piétine le sol avec une force phénoménale, provoquant une gigantesque onde de choc mystique tout autour d'elle. Portant l'enfant sans le moindre effort, elle déclenche une attaque d'énergie violette ravageuse qui réduit complètement en poussière le esprit. L'œil géant de la bête, dans lequel était encore plantée la hache, s'ouvre sous l'effet de la terreur avant de se dissoudre entièrement dans les airs. Monrayan observe l'enfant inconscient dans ses bras, profondément impressionné par le fait qu'il affronte toujours les monstres sans reculer même s'il est si petit, elle le tient délicatement et complimente le jeune Issei, reconnaissant le bravoure exceptionnel dont il a fait preuve pendant le affrontement. Elle contemple le bourg visiblement écœuré et déclare froidement que ces gens intolérants sont pathétiques comparés aux garçons. La chasseuse détaille que le rancœur crée une énergie démoniaque qui attire les monstres, c'est pourquoi elle les a avertis d'arrêter avec toute la cruauté, elle souligne que même l'arrivée du premier esprit qui a ruiné ses proches aurait pu être le résultat direct de la propre méchanceté des habitants du village. Sans montrer la moindre pitié, Monrayan leur enjoint de expier pour les terribles souffrances qu'ils ont infligées à l'approche d'Issei. Avec un dernier effort de sa force destructrice, la chasseuse esprit purge complètement les lieux en feu définitivement. Les restes macabres et les dents de l'entité vaincue se mettent à disparaître entièrement, s'effaçant sous la clarté matinale. La bête laisse échapper son dernier rugissement d'agonie de défaite avant de disparaître totalement de ce monde. Tenir l'enfant, Monrayan prend ses distances nonchalamment, dos à la destruction, commentant que l'entité faisait énormément trop de bruit à son goût. Peu après, Issei débute à revenir à lui dans un lit, se souvenant de sa engagement d'anéantir tous les esprits existants. Monrayan approuve sa possibilité, affirmant que s'il parvient à survivre tout en vivant comme un démon vengeur, l'avenir pourrait enfin lui sourire, elle s'engage à de le secourir à obtenir la force indispensable pour se venger et qu'elle veillera sur lui jusqu'à ce qu'il puisse devenir autonome. Avec le soleil qui se lève à l'arrière, le chasseur prend ses distances, portant le jeune Issei, décidé à l'adopter désormais. Le récit nous mène après cela vers un lieu calme et tranquille où un splendide papillon aux ailes oranges vole paisiblement sous un ciel azuré. Le papillon passe doucement près des longs cheveux violets frappants du chasseur dans l'enceinte. Tandis que l'insecte se dépose délicatement sur l'épaule de Monrayan, la glace repose sereinement dans un lit, recouverte de bandages sur tout le corps. L'enfant remue progressivement et laisse échapper une fragile plainte de souffrance alors qu'il émerge de son profond sommeil de sa longue et profonde sieste de récupération, remarquant le mouvement dans le lit, Monrayan demande calmement s'il est enfin réveillé de ce repos forcé. La jeune fille cherche à parler et elle se présente avec douceur comme étant Monrayan, le exorciste qui l'a sauvé de la mort. Elle lui détaille directement qu'il peut la détester s'il le souhaite,
puisqu'elle a choisi de le secourir de cette situation sur un élémentaire coup de crâne. À cet instant, les terribles images de l'affrontement contre le nouveau esprit géant revinrent dans l'esprit de l'enfant. Il se souvient tristement d'avoir vu les tombes qu'il avait creusées pour les membres de ses proches être entièrement détruites par le feu. Son dernier mémoire clair de cette nuit tragique est la énigmatique chasseuse qu'il emportait dans ses bras Aurore. Le jeune comprend avec le cœur lourd que la destruction des tombes de ses parents et de ses fratries n'était pas qu'un simple cauchemar. Malheureusement, s'assoit dans son lit et est stupéfait en examinant sa propre peau sous les bandages, remarquant qu'il ne demeure même pas une seule cicatrice de brûlure. Il remercie pour les soins et fait l'éloge du peuple du Kabé, laissant le chasseur étonné qu'il demeure si posé même en sachant ce qu'elle est. Le garçon explique qu'elle l'a très bien traité et que c'est tout ce qui compte, lui révélant sans ambiguïté qu'il est un enfant dépourvu de préjugés. Ryan demande si son nom était vraiment Isea, et le gamin le confirme d'une voix calme et directe. Elle lui demande s'il a réfléchi à sa proposition de la accompagner et d'assimiler les arts de l'art d'exorciser, louant le grand talent naturel du garçon. Isea admet que découvrir un logement et un apprentissage gratuit paraît presque stupéfiant, avouant que cela le rend un peu méfiant. Le chasseur fait apparaître un sourire, trouvant son intelligence drôle, et avertit que s'il souhaite vraiment le suivre, il devra se préparer sérieusement. Elle dévoile que la formation se déroulera dans le royaume d'Ikeb, un environnement rempli d'énergie démoniaque et très hostile aux humains. Ryan avertit que ses méthodes d'entraînement sont si brutales qu'elles feront quotidiennement de sa vie une véritable torture. S'il ne le souhaite pas, je le prends, inscrivez-moi. Après cet avertissement, le jeune Issei répète le mot torture avec une expression pensive et énigmatique. Surprenant le chasseur, il déclare qu'il aime vraiment l'idée car sans une formation aussi rigoureuse, il ne pourrait jamais anéantir les monstres, et consent enfin la proposition et de l'accompagner Ryan, faisant échapper au redoutable exorciste un petit sourire moqueur. Ryan avoue qu'elle essayait juste de lui faire peur un peu plus tôt avec ses avertissements, mais comprend tandis que sa détermination est vraiment solide. Elle lui enjoint peu après de manger car l'enfant doit récupérer complètement de ses plaies avant de pouvoir partir ailleurs. Affamé, il s'étend avec détermination la main pour attraper le écuelle de repas chaude spécialement préparé pour sa convalescence. Alors qu'elle prend ses distances, le chasseur lui jette un petit sourire et lui déclare de s'assurer de achever chaque bouchée dans son assiette. Cette fois, il consent en silence et se met à dévorer rapidement son repas, résolu à retrouver son énergie le plus vite possible au lit. Le récit nous transporte peu après dans une énigmatique chaîne de massifs montagneux massifs couverte d'un brouillard dense silencieux sous un ciel couvert. Alors qu'ils avancent, l'enfant mentionne que le temps est étrange et elle détaille que c'est dû à l'énergie maléfique du lieu, l'avertissant de ne surtout pas traverser la corde sacrée. Après avoir avancé encore un peu sur le sentier brumeux de la massif, le chasseur esprit lui détaille sans ambiguïté qu'ils atteignent enfin leur destination. Debout devant une gigantesque entrée en bois, elle dévoile que c'est là que se trouve l'entrée du temple du gardien esprit, où il vivra dans le Dokebirilm. L'ancien panneau sur l'entrée avertit strictement que ce temple gardé par des esprits est un lieu interdit à tout humain commun. L'enfant demande si c'est vraiment acceptable qu'un humain pénètre là-dedans, et elle le taquine en retour, lui demandant s'il a tout à coup eu peur. Il détaille qu'il avait juste peur de lui causer des ennuis, faisant penser en silence au chasseur qu'il est un garçon très atypique. Ryan lui déclare de ne pas se faire de soucis, déclarant avec autorité qu'aucun Dokebi dans le temple n'oserait remettre en question les ordres de son propre dirigeant. Issei répète ce titre intrigant dans son crâne, essayant de saisir la gigantesque importance et la authentique position du chasseur à cet endroit. Lorsque le gigantesque portail en bois s'ouvre enfin, les yeux des enfants s'écarquillent, entièrement stupéfaits et émerveillés par ce qu'ils voient. Devant lui surgit une splendide ville géante et cachée, le Meurasson ne bougera pas. C'est vous qui êtes karmique, ne le soyez pas, vous ne pourrez pas secouer le crâne, si vous ne le savez pas, vous rendez-vous juste avoir du mal. Quand tu es déjà sur Big Temple Square, c'est nous qui avons fait signe à mon Esu Natipon Iwan à la tente à déclare d'OKBS, je peux avoir mon Nazi Kajaza, tu peux me parler de Kajaza, et je serai invité par mon Nazi Kajaza. Cela brille après sa présence atypique là-bas. Apparaissant tout à coup, Ryan hurle à haute voix à toutes les personnes présentes, annonçant grandiosement qu'Issei sera son nouvel apprenti en art d'exorciser. Elle enjoint d'une voix ferme à tous les résidents de accueillir le garçon avec respect et gentillesse, car il fait désormais partie de leurs proches. Les Dokayabi ont écouté avec toute l'attention les propos forts et décisifs de leurs dirigeants, acceptant l'annonce aussitôt. Les habitants sourient rapidement chaleureusement et disent que si le maître l'a amené, alors tout va bien, commentant que c'est génial d'avoir un nouveau membre dans la communauté. Issei se transforme en très attentionné, réalisant qu'il n'a fallu qu'un seul mot de Ryan pour que les habitants le consentent instantanément. Le chasseur fait apparaître un sourire avec fierté, en supposant que l'enfant est remarquable, et opte pour que l'accueil enthousiaste était largement suffisant comme cérémonie d'intégration. Elle convie peu après à participer à la étape essentielle de toute chasse aux esprits,
en le guidant vers une table remplie de généreux plats de nourriture, le dirigeant enjoint au sympathique cuisinier d'apporter des assiettes encore plus lourdes à table, exigeant une attention particulière aux plats de chair. Assis avant le festin, Issei demande ce que toute cette repas a à voir avec la chasse aux esprits, sans lien avec la formation. Mon Ryan dépose affectueusement sa main sur son crâne et lui détaille sans ambiguïté sur le ton de la plaisanterie qu'il a un gros souci s'il souhaite exercer l'art d'exorciser. Elle détaille qu'il oublie, il n'est encore qu'un enfant encore en développement et le devoir d'un enfant est de manger et de dormir énormément. Le chasseur avertit que s'il ne développe pas son corps pendant sa croissance, il le regrettera fortement une fois qu'il deviendra un vrai chasseur. L'enfant reçoit les conseils et choisit de manger autant qu'il peut, accepter que bâtir un corps fort est la première phase de sa revanche. Il commence à dévorer rapidement les morceaux de chair, les joues bourrées, ce qui rend le exorciste ravi à ses côtés. Tout à coup, des pas joyeux et rapides se font entendre s'approchant de la table et une voix excitée appelle le dirigeant du temple. Une petite dokébigirle aux chevelures violettes claires nommée Gonga parvient en courant très satisfaite, portant une gigantesque écuelle remplie de chair. On dirait que nous venons de découvrir le futur meilleur ami de notre MC. Maingrayon déclare désormais et pas désormais Gonga à la belle désormais ce n'est pas désormais. La jeune fille consent la tâche avec enthousiasme tandis qu'Eza, la bouche pleine de repas, a des sueurs froides en supposant que c'est le authentique gong de torture. Il commence à jouer avec ses cheveux par curiosité après son manque de cornes et lui demande son âge, l'enfant répondant délicatement qu'il a 10 ans. Elle est complètement surprise d'assimiler qu'il n'a que 10 ans alors qu'il se comporte avec une telle maturité, tandis que le jeune trouve étrange qu'elle agisse de manière si enfantine à 22 ans. Le vieux cuisinier ricane et détaille que les êtres humains vieillissent 2 fois plus vite que les dokayabi, ce qui signifie que Gonga n'a dans les faits qu'un an de plus mentalement. Quoi qu'il en soit, la fille célèbre le enthousiasme, en déclarant que cela fait d'elle la sœur aînée de l'Est et qu'elle est super satisfaite d'avoir un frère cadet. Le dirigeant tapote le crâne de Gonga et lui demande de bien veiller sur de lui, la petite fille lui promettant vivement qu'elle s'occupera de son nouveau frère. Le jeune orphelin se satisfait de l'observer un bref instant en silence avec son habituel regard calme, sérieux et assez énigmatique. Peu après, Issei surgit marchant avec difficulté tout en se tenant le ventre entièrement bourré à cause d'avoir mangé autant de chair. Il se plaint d'avoir trop mangé, mais la jeune fille ricane amicalement en déclarant que depuis qu'il est jeune, son estomac digère tout très vite. Gonga remarque qu'il a énormément de chances de s'entraîner directement sous la direction du maître, et l'enfant demande si le exorciste est vraiment si stupéfiant. La jeune fille dévoile de manière étonnante que mon Ryan est une légende vivante qui chasse des monstres depuis 300 ans, étant bien plus forte que tous les dokebi qu'ils réunissent. L'enfant songe au fait qu'elle vit depuis plus de 300 ans, réaliser à quel point les réalités des humains et des dokebi sont très différentes. Il conclut en supposant que, pourtant, en examinant de près Gonga et mon Ryan, il ne voit pas énormément de différence pénètre eux et les gens ordinaires. En examinant le sourire sincère de la jeune fille, Issa comprend qu'il ressent un lien humain chaleureux et accueillant qu'il n'a jamais eu l'occasion de voir dans son ancien bourg. Cela lui paraît super singulier et nouveau jusqu'à ce que tout à coup une voix arrogante résonne dans l'enceinte, hurlant à l'humain de se figer là. Il se retourne et se retrouve face à un groupe furieux, se plaignant que l'enfant a osé pénétrer dans le royaume et qu'il s'entraîne même directement avec leur maître très occupé. Le meneur, un jeune dokibi aux cheveux bleus, fait craquer ses jointures avec un sourire méchant et les invite à une discussion peu amicale que ça. Gonga se transforme en très nerveux, réalisant que le gars juste en face d'eux est Ilchui et son équipe de fauteurs de troubles du temple. La brute méprise l'enfant avec une attitude moqueuse, tandis que le jeune orphelin s'interroge tout simplement s'il est du genre à aimer créer des ennuis sans motif. Le temps passe lentement dans la région et le ciel du temple débute à prendre de magnifiques teintes oranges avec l'arrivée du crépuscule sur les massifs montagneux. Gonga essaie avec désespoir d'intervenir, hurlant après le groupe d'intimidateurs et exigeant de savoir ce qu'ils pensent faire là. Toutefois, le jeune Issei surgit entièrement meurtri et courbé de souffrance au cœur de l'enceinte, ce qui montre qu'il a été violemment frappé. La fille avertit que le maître ne laissera pas cela passer, mais l'opposant riposte, déclarant que c'était juste une séance d'entraînement pleinement normale dans le temple. Il se moque, déclarant qu'il voulait juste remettre l'humain à sa place pour qu'il ne finisse pas par mourir face à un vrai bête, affirmant que l'enfant est bien trop fragile. La brute dévoile sa jalousie derrière l'attaque, refusant toujours d'admettre que le chasseur ait choisi de dresser un enfant aussi fragile à sa place. L'orphelin se redresse avec difficulté, essuyant son propre hémoglobine, et comprend tandis que toute cette violence a été considérée comme une simple exercice. Avec un sang-froid absolu, l'enfant s'excuse auprès de la brute, commentant sereinement qu'il pensait qu'il s'en prenait tout simplement à lui. Issei avoue qu'il a pris les attaques tranquillement pour éviter de causer des problèmes dans la tempe, s'excusant d'avoir eu l'impression d'avoir fini par ruiner l'exercice du groupe. À ces paroles un raisonnement aussi authentique et mature de la part de sa propre victime, les yeux d'Ilchui s'écarquillent et il demeure entièrement sans voix,
agacé par l'attitude du gamin, le tyran abandonne entièrement son hémoglobine froid et enchaîne un autre punch particulièrement brutal directement sur le visage d'Issei. Il commence à déclencher un enchaînement d'attaques rapides et agressives contre l'enfant, qui essaie juste de se défendre des coups répétés. L'attaquant hurle de rage, demandant si l'enfant pense qu'il est meilleur que lui tout simplement parce qu'il retenait ses attaques pour ne pas le terminer. Le jeune orphelin continue de subir à répétition au visage et au corps de l'avalanche d'attaques rapides de ses rivaux furieux. Toutefois, la brute comprend furieusement que même s'il bat l'enfant sans pitié, le affrontement lui paraît complètement insatisfaisant. C'est parce qu'il remarque que l'enfant rejette de fermer les yeux ne serait-ce qu'une seconde, gardant son regard fixé sur lui-même lorsqu'il encaisse les attaques, l'opposant est exaspéré par ce regard provocateur, mais il demeure enfermé et remarque calmement que toutes les attaques de son opposant suivent un pattern répétitif. À cet instant, l'attaquant et les habitants autour ouvrent grand les yeux sous le choc alors qu'ils ressentent un changement tout à coup et dangereux dans la position de affrontement de leurs yeux, avec. À une vitesse folle, le gamin esquive la attaque de l'opposant et se jette en avant, lançant un contre-attaque rempli de toute sa énergie surnaturelle. La brute voit le poing de l'enfant se diriger droit vers lui et ses pupilles se dilatent sous le choc lorsqu'il comprend qu'il ne pourra pas esquiver à temps. Le punch net et brutal d'Issei attaque l'opposant de plein fouet en plein milieu de l'enceinte d'entraînement, envoyant une puissante onde de choc. L'opposant serre son propre visage meurtri avec une expression de pure souffrance physique, ayant des sueurs froides et incapable de croire ce qui vient de se passer. La brute finit par tomber à plat sur le dos, entièrement étourdie et épuisée à cause du redoutable punch qu'il a porté directement à la mâchoire, fortement essoufflé et saignant. Issei regrette que son rayon d'action soit limité et se souvient des conseils de son maître sur l'importance de bien manger. Il avance vers l'attaquant abattu et lui déclare que même s'il paraît fragile, il préférerait que son opposant se batte avec tout ce qu'il a dans les batailles futures. L'enfant avance la main pour le secourir à se remettre debout, rappelant aux opposants que les véritables monstres de la bois ne montreront aucune pitié à personne. D'un air résolu et sans laisser paraître la moindre faiblesse, l'enfant convie son opposant à une autre séance d'entraînement plus tard. L'obscurité enveloppe progressivement les lieux, enveloppant le splendide temple de massif paisible dans une couverture étoilée de posés profonds. Dans l'une des salles du temple, Monrayan observe l'enfant blessé avec une attitude grave et concentrée. Elle remarque sans attendre que l'enfant a réussi à se mettre dans un état lamentable dès son premier jour d'entraînement. Elle déclare avoir entendu parler de l'agitation et l'appelle pour soigner ses blessures, tandis que l'enfant cherche à l'effacer, déclarant que ce n'était qu'un match d'entraînement de routine. Le exorciste rapproche sa main d'Issei, libérant une énergie surnaturelle vers vif pour débuter à soigner ses plaies. L'enfant reconnaît la magie de la guérison et elle remarque qu'un logement ardu fait partie de la croissance, mais lui déclare de venir la voir si les choses dépassent les limites. Le chasseur demande s'il a réussi à infliger au moins un coup à la brute, et l'enfant répond par un mensonge, lui déclarant qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour cela. Issei soutient que l'opposant n'a pas été touché une seule fois, expliquant qu'il a préféré ne pas riposter pour ne pas causer de problème en tant qu'invité dans le temple. Agacé par le mensonge, Monrayan empoigne le visage d'Issei avec sa main magique et le soulève dans les airs avec facilité, effrayant l'enfant énormément. Elle se plaint d'être occupée à soigner le visage d'un gamin têtu, et il se rend sur le zone compte qu'il a bouleversé son maître avec son excuse. Elle lui rappelle qu'elle l'a présenté comme un membre de ses proches et lui enjoint d'arrêter de se comporter comme un invité timide, faisant promettre au garçon de garder les conseils à l'esprit. Afin de éviter tout malentendu, il essaie alors de s'expliquer, lui assurant qu'il n'a pas pris les attaques uniquement par timidité ou par son statut. L'enfant reconnaît que son opposant se battait avec le plus grand sérieux et qu'il n'a tout simplement pas réussi à transporter un seul coup pendant le affrontement. Elle est tout à fait d'accord, déclarant que c'est évident, révélant que l'opposant a suffisamment de talent pour s'entraîner aux côtés d'adultes. Issei songe à la révélation de sa force et demande si, avec autant d'habileté au combat, l'opposant serait capable de chasser des esprits, avec un regard particulièrement sérieux et profond. Ce qui est possible pour le groupe des Titans, Miss Laza. Ce qui est possible pour notre Kuliwara à Issei et ceux qui portent désormais des bracelets en or sont les Unaok de Kubijin. L'arrêt a été rempli de nos remerciements pour le travail effectué par les Yokons enthousiastes et excités qui ont terminé avec les Unaok. Ilcho n'a rien, ce n'est pas possible avec un de mes amis Sasiguaga alors qu'Issei échouerait si sa chance manquait un jour. Levant deux doigts, elle avertit que ce n'est qu'en combinant la sagesse théorique et les techniques des techniques de combat que l'exercice d'un authentique art d'exorciser se transforme en possible. Elle opte pour peu après de confier au petit orphelin sa toute première mission officielle importante afin qu'il puisse effectivement démarrer sa apprentissage. Afin de débuter à renforcer ses forces, le jeune Issei entame un programme d'entraînement physique éprouvant, courant sans issue dans l'enceinte extérieure du temple. Il s'entraîne aussi en effectuant de nombreuses séries de pompes difficiles en ganda, pour renforcer de façon appropriée la fragile structure musculaire de son corps. En plus de tous les efforts physiques quotidiens, l'enfant passe des heures enfermé, étudiant au milieu d'énormes piles de livres dans la salle des livres locales.
Gonga le contemple dans un silence absolu, appuyé sur la table, trouvant plutôt attachant le dévouement remarquable et persévérant du garçon à ses études. Elle lui demande s'il ne s'ennuie pas après une semaine entière, mais il répond qu'il doit demeurer concentré sur la mission pour obtenir l'approbation du maître. Le garçon explique que sa tâche est de étudier chaque ouvrage, laissant la fille sous le choc lorsqu'elle comprend l'ampleur de ce défi. La jeune femme plaisante en déclarant qu'elle préfère perdre la tête plutôt que de devoir parcourir autant, mais l'enfant répond très calmement qu'il apprécie effectivement l'habitude de parcourir. Elle montre ses bleus et ne comprend pas pour quel motif elles sont là, obligeant Issei à expliquer qu'il doit gagner un match d'entraînement pour démontrer sa valeur au combat. Gonga répète le mot avec confusion, incapable d'imaginer contre qui le jeune orphelin pourrait se vaincre quotidiennement pour achever ainsi meurtri. L'enfant réapparaît assis sur le sol en pierre de l'enceinte, seulement pour que Jun lui dise que non 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 non, et où tomber, ne faites rien pour éviter le danger de renifler la bulle, il est fortement enraciné dans l'expérience, Nippo Bakaligne, l'un de ceux qui ne le font pas, Apagano Mekue dans Gonga Omniji le humain qui ne le fait pas. Quelles sont les significations de votre expérience du faux click to go? Si vous êtes libre d'adhérer la première fois, vous pourrez rejoindre les mulets et les ânes. La brute est celui qui sera celui qui ne sera pas celui qui ne sera pas celui qui ne sera pas celui qui ne sera pas. Viendra et sera aimé et ne sera pas celui sur le crâne et la brute interférera avec tout et c'est ce qui se passe, la brute est là. Notre peuple se bat et ceux qui attendent parviennent, je vais avoir notre peuple qui s'en va et le plus le Gonga et mon là où le tyran se bat après notre tyran le tyran se bat j'attaquerai les Kekula ceux-là. L'attaquant s'en va en marmonnant de jalousie, en se plaignant que l'enfant se cache toujours derrière les filles et en se demandant ce qu'elles voient en lui. Sans montrer la moindre peur des menaces, Issei affirme qu'il ne lui en voudra pas si ses os se brisent, insistant pour qu'il se batte à nouveau. À ces paroles une réponse aussi brave et résolue, le tyran aux cheveux bleus s'immobilise brusquement et s'écroule entièrement silencieux, absorbé par ses pensées. Il contemple le bâtiment du temple et conclut avec une certitude absolue que cet enfant humain est un entièrement fou, Le jeune aux cheveux bleus se poursuit son sentier de retour en silence, aux côtés de ses deux membres d'équipage qui l'accompagnaient, mais tout à coup, il entend l'orphelin crier son nom à haute voix au cœur de l'enceinte d'entraînement et se retourne assez étonné. Là-bas, la glace obstinée lui fait signe de se vaincre à nouveau, et l'enfant continue de défier son opposant au combat totalement quotidiennement. La brute lance des attaques furieuses, demandant pourquoi l'enfant ignore ses avertissements, puisqu'il ne peut pas effectivement se briser les os à cause des règles, il hurle au garçon d'abandonner, insistant sur le fait qu'un humain sans talent comme lui ne pourra jamais anéantir un guerrier de la race du Keb. On voit alors une feuille verte tombant lentement près du bâtiment principal du temple, marquant le commencement du temps qui passe sur les terrains d'entraînement. Les trois intimidateurs regardent l'enfant partir à nouveau, mais quelque chose dans le comportement de l'humain finit par le préoccuper sérieusement le dirigeant du groupe. Le gars aux cheveux bleus s'interroge curieusement pourquoi les yeux des enfants ne semblent même pas concentrés sur lui pendant leur combat. Un grand doute lancinant et énigmatique débute à hanter et à perturber les réflexions du jeune guerrier alors qu'il traverse le temple. Il s'entraîne en frappant un mannequin d'entraînement en paille avec une rage intense, laissant entendre à son équipage que toute la situation est exaspérante. Le gars attaque le mannequin de paille de façon particulièrement brutale, chassant toute la frustration et la rage accumulée lors de ses séances d'entraînement. Il continue de attaquer d'un air résolu, se demandant furieusement si le débutant pense vraiment qu'il était assis sur ses mains tandis que l'autre s'entraînait. Se jure qu'il ne laissera pas le débutant voler l'attention de Gonga, et encore moins l'approbation du grand dirigeant du temple qu'il admire. Il proclame avec assurance que la différence de niveau pénétreux est gigantesque et que les points faibles de l'enfant humain ne le rattraperont jamais. Les jours passent graduellement à cet endroit, révélant les feuilles vertes des arbres du temple se balançant délicatement sous la brise fraîche. Les feuilles changent entièrement de couleur, prenant des tons rougeâtres vibrants avec l'arrivée d'une nouvelle saison d'automne fraîche dans les massifs montagneux du royaume. Quoi? Les vôtres vont toujours bien désormais, et les vôtres sont les premiers, s'ils sont face à face au travail du yad d'entraînement. Gonga, c'est désormais sur le côté gauche. Accordez-le désormais il y a les premiers en un vraiment désormais. La brute est à vous désormais le dainlin désormais dans les appels, soyez récompensés désormais dans le goût des appels et désormais. Il est trop tard pour le féroce Sazan et désormais le désert est inondé d'attaquants, même Hudson n'a pas là de la prophétie, je suppose que Rama est l'inflanguet de Théo, le bully d'Ingin et désormais mon a peut-être, la vente de la prophétie va échouer. Atake et Sahaya sont usés ou les cuisses de Yakayon en sont une. Map dans le titre des attaquants. Ulype adorait les voleurs, la prédiction est que ce sont eux qui attaqueront Ilchou, les attaquants seront de l'artillerie, les uns les autres se sont entraînés incroyablement durement tout au long de cette année. Il s'interroge si l'année d'entraînement de son opposant valait plus que la sienne, commençant à saisir que l'art d'exorciser nécessite autant de connaissances que de aptitude au combat. Dans les faits la plupart des démons possèdent une puissance physique impressionnante et effrayante.
Étant donné que les êtres humains ne peuvent pas combler cet écart par le simple force physique, une frontière physique demeure à la chasse aux démons tout simplement en entraînant le corps. Néanmoins, le jeune aux cheveux bleus charge furieusement pour tenter de transporter une autre attaque rapide, le authentique secret qui offre la possibilité aux humains de briser ce mur physique contre des créatures aussi puissantes. Exactement les savoirs théoriques qu'ils acquièrent. Se déplace avec une précision chirurgicale et esquive rapidement sous l'attaque de son opposant en combattant tout en connaissant exactement les zones vitales et les schémas de mouvement de l'opposant, un prouesse extraordinaire comme l'art d'exorciser peut alors effectivement être accompli. Toute cette sagesse théorique est inutile si les attaques physiques ne peuvent pas effectivement atteindre la cible. Après cela, un guerrier a besoin d'un élément crucial supplémentaire. Doit faire preuve d'un authentique contrôle physique au combat. Ilchui est touché de plein fouet par une séquence de tirs rapides directement sur sa poitrine et son visage. Seulement lorsqu'un guerrier maîtrise pleinement à la fois l'étude et l'exercice des arts de affrontement. Est-il possible de chasser de vrais démons même en possédant un corps humain fragile? Les autres jeunes membres du temple qui regardent le affrontement restent entièrement figés, stupéfaits. Gonga est stupéfait de voir Kisei a réussi à anéantir son opposant avec seulement un an d'entraînement dans cet établissement. Elle est époustouflée par la victoire écrasante tandis qu'un autre jeune court pour vérifier si Ilchui va bien après avoir heurté la terre. La journée reste lumineuse et paisible sur la grande enceinte du temple d'Okayabi. Gonga complimente l'enfant en déclarant qu'il est fantastique, mais je réponds sur le ton de la plaisanterie que ce qui est vraiment stupéfiant, c'est sa capacité à parler sans arrêt. À cet instant, les deux hommes repèrent un groupe de guerriers vêtus de noir s'apprêtant à partir les lieux. La dirigeante du grand temple, Monrayan, se tient devant ses guerriers dans cette dernière instruction de voyage. Cela ne commencera pas avec mon maître, et ça, L'enfant demande où elle va et Monrayan répond qu'elle sera absente pendant quelques jours, elle détaille qu'elle sort chaque année pour traquer les démons et aider les êtres humains, leur montrant ainsi que les Dokabi sont des êtres paisibles. Elle se rappelle qu'elle l'a trouvé lors de la chasse de l'année dernière et il s'est saisi pourquoi elle avait visité son ancien bourg. Monrayan demande comment se déroule la tâche qu'elle leur a confiée et Gonga essaie avec enthousiasme d'annoncer la nouvelle de la grande victoire du garçon. Tout à coup, une main sort de derrière et se dépose par étonné sur l'épaule du garçon, le surprenant. Ilchui parvient en mettant son bras autour de son opposant et déclare au maître Kisei l'a battu équitablement lors d'un sparring match. Le maître est étonné d'entendre cela et le jeune aux cheveux bleus complimente l'enfant, promettant de s'exercer davantage pour qu'il ne perde plus. Il se trouve très singulier qu'Ilchui emploie son nom de façon aussi amicale, tandis que Gonga trouve aussi toute cette attitude suspecte. Rayon lui tapote le crâne, satisfait de voir que le jeune a mûri et a enfin reconnu son opposant comme son frère cadet. Il laisse échapper un ricané idiot, faisant instantanément saisir à Gonga que ce n'était qu'un ruse pour gagner l'affection du maître. Monrayan déclare joyeusement au revoir, demandant à les habitants de rester en bons termes à partir de désormais. Guéjiol déclare qu'il est content Kisei ait réglé les choses avec Ilchui, et l'enfant est calmement d'accord avec la situation. Quelqu'un demande quand les deux sont devenus si proches, et Gigayol dévoile qu'il faisait seulement semblant de ne pas l'aimer juste pour faire plaisir à son grand frère. Ilchui est agacé de voir son frère tomber sous le charme de l'humain, mais convie rapidement les garçons à quitter et à passer du temps ensemble. Il mentionne la sortie réservée aux garçons, laissant Gonga assez ennuyé d'être laissé de côté. Elle donne un puissant coup de poing directement sur le visage du gars insolent tandis Kisei demeure pensive et satisfaite, réalisant qu'on l'appelait un frère. La nuit s'écroule bientôt sur les massifs montagneux, révélant une splendide lune ronde brillant dans le ciel étoilé clair. Le temple repose dans un silence absolu sous la douce lumière des quelques lanternes allumées à l'entrée principale. En silence, le gros cadenas métallique d'une des portes en bois se déverrouille au cœur de l'obscurité, les garçons se glissent dans l'armurerie du temple, hurlant délicatement le nom d'Ilchui. Gigéol s'inquiète s'il devrait vraiment être là, tandis qu'Ilchui déclare à Issei d'arrêter de déconner et de choisir déjà une arme. Il propose qu'il détermine qui est le meilleur grâce à une véritable chasse hors de l'enceinte du temple. Ici le rappel, le maître leur défend formellement de partir jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, de plus, il n'y a aucune certitude de découvrir des démons non loin. Gegal raconte que les éclaireurs ont entendu un bébé pleurer non loin, laissant entendre qu'il pourrait s'agir d'un enfant démon errant dans la région. À ces paroles cela, le jeune aux cheveux bleus évolue tout à coup de vitesse et leur suggère d'abandonner l'idée de quitter. L'enfant avertit qu'il est très dangereux de supposer cela, car il existe de nombreux types de démons terribles qui imitent exactement ce son. Il avertit contre les dangers d'agir sans preuve, mais Ilchui s'énerve et l'accuse de vouloir fléchir tout simplement parce qu'il lit trop de ouvrages. Ilchui demande si l'enfant vient avec eux ou non, qualifiant Issei de lâche quand il déclare qu'il ne peut pas désobéir aux ordres du maître. Le jeune aux cheveux bleus appelle Guéjol pour qu'il parte déjà et le plus jeune consent, avec un esprit hype, de l'accompagner son frère.
Il Shui marmonne et traite l'enfant humain d'imbécile pitoyable tandis que le trio descend les marches du temple Guizhu en direction de la bois. Issei contemple le groupe partir en silence avec une attitude grave et concentrée. Pendant ce temps, au fond de la sombre bois, une silhouette inquiétante aux yeux rouges brillants se cache en silence parmi les arbres, le jeune aux cheveux bleus saisit fermement sa masse de fer, sentant son hémoglobine de chasseur bouillir et plein de confiance pour l'affrontement qui approche. Ils discutent de la façon dont cette chasse avant la majorité servira de authentique épreuve d'initiation pour devenir des chasseurs de démons à part entière. Il Shui fait apparaître un sourire fier et plutôt suffisant alors qu'il est d'accord avec la logique de son coéquipier, mais bientôt l'autre enfant du groupe se moque d'Issei pour avoir choisi une petite hache, c'est dommage que ce ne soit pas comme du bois de chauffage. Le dirigeant du trio ricane intérieurement, croyant que l'opposant humain est complètement paniqué par la situation. Il se glorifie, se rappelant qu'il a déjà touché les restes d'un démon quand il était tout petit, contrairement aux lâches débutants, alors qu'il Shui envisage de prouver sa supériorité dans une véritable chasse. Issei s'inquiète s'il a fait le bon possibilité en décidant de les accompagner. L'enfant humain se souvient de ses lectures sur l'enfant démon, qui agace généralement les gens avec des exigences stupides et qui seraient faciles à anéantir. Néanmoins, le jeune demeure très attentif, prêtant attention à chaque bruit ou mouvement singulier autour de lui dans l'obscurité. Mais la plus grande peur d'Issei est la redoutable possibilité que l'entité ne soit pas effectivement le démon inoffensif qu'ils imaginent. Tout à coup, une plainte monstrueuse et sinistre débute à résonner bruyamment dans tous les coins de la bois. Les cris terrifiants continuent de se propager rapidement à travers les arbres, rendant l'ambiance extrêmement tendue. Ils apparaissent comme une entité massive et étrange sur 4 membres avec des dizaines de têtes humaines en pleurs attachées à son corps. La bête effrayante dégage une énergie redoutable et hostile tandis que les faces déformées continuent de crier d'agonie. Malgré le danger évident, les 4 garçons ont continué à marcher lentement sur le sentier sombre dans les bois. Il Shui se transforme en profondément perplexe, ne trouvant rien là-bas, jure que les éclaireurs avaient entendu un bébé pleurer dans cette zone. Les autres enfants suggèrent d'abandonner et de rentrer au temple car il n'y a aucune trace de démon non loin. Saburig a déclaré et s'est excusé, Il Shui a déclaré que les affaires d'Aise allaient bien et le Yonson Intoaler a déclaré de ne plus les épouser. Macorne à travers le monde, Issei Ijila le Hangen qui n'est pas je l'Eneya la payé de la vague le Ijang a tellement besoin du Hanson Ina. Ompa Korpan Eng, ma vague de la attrapera le Hanson Ange que vous tirerez et le Sisig sera le Hangangangapon de la Bangay que vous tirerez. Issei Ijila le Hangangangapo de la Bangay est en consultation entièrement troublé. Il tousse volontairement pour cacher sa gêne, Il Shui se glorifie, déclarant que l'enfant a enfin reconnu sa grandeur. Il propose qu'ils deviennent désormais frères de cœur, laissant l'enfant humain assez étonné par la proposition inattendue. Issei fait apparaître un sourire sincère et avoue qu'il est vraiment ravi parce qu'il a toujours voulu qu'un grand frère le protège. À la vue de la réaction mignonne et honnête de l'enfant, Il Shui ne sait totalement pas comment agir et est très embarrassé. Toutefois, avant de puissance poursuivre la conversation, les deux sont interrompus par un bruit tout à coup qui les surprend. Le son d'un bébé qui pleure résonne derrière les buissons, leur faisant croire qu'ils ont enfin trouvé le démon cible. Enthousiasmé, Il Shui se précipite en hurlant que celui qui touche le démon en premier remporte la compétition. Il court en riant et demande à son frère cadet d'observer attentivement comment un vrai grand frère exerce un art d'exorciser. Cependant, alors qu'il passe devant les arbres, le jeune aux cheveux bleus ouvre grand les yeux d'effroi total face à ce qu'il voit à quelques mètres de lui. Une entité effrayante émerge de l'obscurité dense, poussant des hurlements perçants et particulièrement effrayants. Les autres parviennent fatigués juste derrière lui, et Guagiol demande, terrifié, si l'enfant démon était censé avoir l'air si étrange. Il touille balbutie avec effroi total, convenant que l'entité ressemble effectivement à un bébé, mais d'une manière terrifiante. La bête ouvre sa gueule remplie de dents acérées et laisse échapper un rugissement effroyable qui fait trembler toute la bois. Le figure difforme du démon contemple les jeunes guerriers de façon menaçante et effrayante en pleine nuit, il réalise avec effroi que l'abomination a de nombreuses têtes souriant macabrement sur tout son corps. Issei parvient en courant et hurle avec désespoir à les habitants de s'enfuir sur le zone car ce n'est pas un démon commun. Plusieurs longs coups remplis de têtes commencent à s'étirer à vive allure vers le groupe terrifié. L'enfant humain réagit rapidement et emploie son bouclier pour bloquer un brutal impact venant directement sur lui. Les necks du bazar chargent en avant, fendant l'air près des jeunes Dogby, qui ont à peine réussi à esquiver les assauts létaux. Guejiol demeure entièrement paralysé de peur, voyant les têtes monstrueuses venir droit sur lui. Issei bondit héroïquement et parvient à repousser le plus jeune pour le secourir, mais finit par prendre un coup de la bête dans le processus. Au sol, l'enfant remercie d'avoir apporté son bouclier métallique et s'inquiète sur le zone de l'état de son ami. Toutefois, regardant vers l'avant, les yeux du jeune aux cheveux noirs s'écarquillent et sont complètement désespérés par ce qu'il voit. Il Shui hurle de désespoir à la vue de l'une des têtes grotesques du démon l'atteindre et lui déchirer la chair. Woljang est aussi durement touché,
hurlant de souffrance tandis que le crâne de la bête le mord violemment. Gwegiol finit par tomber au sol, sérieusement blessé au ventre, saignant abondamment et n'ayant pas la force de se remettre debout. Le démon géant rugit victorieusement, laissant les jeunes chasseurs entièrement acculés et blessés au cœur de la bois. Les dizaines de têtes de l'entité laissaient échapper des rires singuliers, se moquant ouvertement du désespoir du garçon impuissant. 1. Le niveau de menace du démon est basé sur le taux de survie du chasseur, allant du niveau 1 à 9, les niveaux 9 à 7 étant des niveaux bas, un démon de niveau 7, par exemple, proposition toujours un taux de survie de 70% aux débutants en tâche. Toutefois, tout évolue nettement face à un démon de niveau 6 où le taux de survie d'un débutant chute. Les chances pour un chasseur débutant de survivre face à une entité aussi redoutable sont de 20%, L'abomination de niveau 6 est un Azéongion-Ma, un redoutable démon connu pour avoir de nombreuses têtes humaines qui pleurent. Issei comprend tandis que la situation est le pire des cas après avoir confirmé qu'il ne s'agit pas d'un simple enfant démon, mais plutôt d'une bête mortelle. Afin de aggraver les choses, cette fragile statistique est destinée aux chasseurs officiels alors qu'ils ne sont que des enfants blessés sans aucune expérience réelle. Le panique gagne de les habitants lorsqu'ils réalisent que s'ils restent là, ils seront brutalement achevés par la bête effrayante. Issei cherche à demeurer posé pour réfléchir rapidement et découvrir la meilleure solution pour les secourir du désastre imminent. Il gémit de souffrance au sol tout en tenant ses plaies, entièrement incapable de continuer à se vaincre. Il pleure de peur, constatant par lui-même que les vrais démons sont bien plus horribles et cruels que ceux qu'il a lus dans les ouvrages d'entraînement. Tenant son bras blessé, il se lamente en larmes d'avoir insisté sur cette chasse insensée et d'avoir mis les habitants en danger. Woljun crache de l'hémoglobine avec énormément de difficultés alors qu'il ressent la gravité de ses propres plaies causées par cette attaque brutale. Ilchui hurle avec désespoir que Gwegiol a été touché au ventre et qu'il mourra s'il ne reçoit pas sur le zone des soins d'urgence, sachant quoi faire car, affolé, le jeune aux cheveux bleus pénètre dans un désespoir complet, estimant qu'ils vont tous mourir sur place. Il s'interroge s'ils parviendront à échapper à ce redoutable bête qui entrait sur son dos un coéquipier sérieusement blessé. C'est tandis qu'une idée cruelle mais pragmatique surgit, laissez le coéquipier blessé derrière vous pour que les autres puissent s'échapper. Issei contemple son ami blessé debout tout en serrant fermement son bouclier et ses petits actes de affrontement. Ilchui ouvre grand les yeux, incapable de croire qu'il a effectivement entendu une suggestion aussi égoïste venant de son compagnon humain. Issei détaille avec pragmatisme que la plaie de leur ami est mortelle et qu'il ne pourra pas survivre au long voyage de retour jusqu'au temple de Guizu. Ilchui hurle indigné à l'idée d'abandonner le plus jeune, mais Issei lui demande de remarquer que le démon a mystérieusement cessé d'attaquer. Il dévoile avoir lu que ce démon préfère dévorer les victimes rongées par le désespoir et attend juste qu'il fasse impossibilité ardue. La bête souhaite qu'ils choisissent pénètre abandonner leur ami blessé pour fuir ou mourir tous ensemble en combattant sur place. Le plan de la bête est de leur faire transporter la culpabilité de l'abandon et le désespoir de Gwegiol, mais il ne semble pas avoir d'autre chance de survivre. Ilchui pleure abondamment, réalisant que cette action douloureuse paraît vraiment être le seul moyen de quitter de ce cauchemar, vivant. Gwegiol pleure de souffrance, demandant naïvement à ses coéquipiers s'il va vraiment mourir seul dans la sombre bois. Le plus jeune blessé contemple la silhouette monstrueuse du démon se rapprocher lentement de lui dans le noir. La entité monstrueuse à de nombreuses têtes se réjouit de la panique grandissante irradiant des jeunes acculés, consumés par une culpabilité accablante, le jeune aux cheveux bleus se met à pleurer, incapable de passer un dernier appel. Tout à coup, l'enfant humain fait un mouvement rapide et lance un objet massif de toute sa puissance vers le démon. L'objet vole dans le ciel nocturne et atterrit juste à côté du corps géant de l'entité à de nombreuses têtes. Il s'agit d'une grenade fumigène qui débute à libérer un épaisse fumée sur le sol pour brouiller la vue du redoutable démon. Une explosion lumineuse et assourdissante se produit au cœur de la bois, illuminant toute la canopée des arbres avec de la fumée. Issei se rapproche de Gwegiol au cœur de la fumée, se préparant à faire les au revoir les plus douloureux de sa vie. Le plus jeune blessé laisse échapper un gémissement fatigué, voyant l'enfant humain lui déclarer au revoir avec un air de gigantesque souffrance. Issei s'excuse avec désespoir auprès de son ami blessé, jurant de toute sa puissance qu'un jour il en finira avec ce démon. La fumée de l'explosion continue de se répandre à travers la sombre bois, cachant entièrement leur fuite désespérée. Le silence revient pendant quelques instants dans les bois denses tandis que les garçons courent pour tenter de secourir leur propre vie. Des pas rapides et désespérés résonnent sur le sentier de terre humide tandis que les survivants tentent d'échapper au danger. Ilchui court sans se retourner avec tout ce qu'il a, respirant particulièrement fort et épuisé. Gwegiol verse des larmes douloureuses seul dans la sombre bois, acceptant douloureusement son sort tragique. Le petit Dukeb s'interroge tranquillement si tous ses amis ont déjà réussi à s'enfuir au loin pour se mettre à l'abri. Les deux autres guerriers blessés continuaient à courir avec désespoir à travers les bois épais pour secourir leur vie. Hors d'haleine et souffrant énormément,
le gars aux cheveux bleus regrette amèrement le sort tragique de son plus jeune coéquipier. Il admet que c'était préférable, car il ne voulait voir personne mourir après lui et saisit les propos d'Urdisset. Pleurant de souffrance, le petit Gouéjol demande à ses amis d'oublier tout projet de revanche et d'essayer tout simplement de survivre. La entité géante à de nombreux têtes et aux dents acérées se profile d'une façon terrifiante devant l'enfant laissé au sol. Sous la veilleuse rouge, le redoutable démon quitte sans effort le Mazambili pour débuter son repas macabre dans la sombre bois. Caché derrière un arbre épais, il s'observe tout cela dans un silence absolu, son visage, éclaboussé d'hémoglobine. Des sons effrayants de craquements d'os commencent à résonner dans l'air humide, signalant la issue tragique du jeune coéquipier, le bruit inquiétant des dents acérées dévorant l'enfant se propage à travers les bois sombres, lui envoyant de profonds frissons. Les immenses yeux rouges lumineux du démon se détachent au cœur de cette scène étrange et particulièrement grotesque. Tout à coup, le visage de Gouéjol surgit fusionné avec le corps du démon, murmurant la cruauté d'être laissé pour compte, le crâne nouvellement acquis du démon hurle de désespoir, demandant avec une pure hostilité comment ils ont pu l'abandonner ainsi. Issei enfonce ses doigts dans l'écorce de l'arbre, complètement paniqué à ces paroles, la voix de son ami les suppliant de l'attendre. La bête surgit à travers la bois, avec la nouvelle crâne qui pleure et s'engage à que bientôt les habitants rejoindra cette souffrance, d'eau. Au temple, des guerriers d'Okebi en patrouille courent avec des torches allumées à la main, essayant de repérer les garçons qui ont disparu dans la nuit. Bungo émerge de son profond sommeil endormi, se frottant les yeux et demande à l'un des résidents la motive de toute cette agitation soudaine dans l'enceinte. La dame détaille frénétiquement qu'Ilchui, Woljang, Gouéjol et même Issei ont mystérieusement disparu du temple de Guizu pendant la nuit. Elle partage frénétiquement que les guerriers ont déjà envoyé un message urgent au maître et se sont dirigés vers la bois pour les rechercher. Bungo se souvient de la conversation qu'elle a eue avec les gars plus tôt, réalisant sous le choc qu'ils avaient en fait désobéi et étaient allés là-bas. Les yeux du jeune Dukeb s'écarquillent et s'inquiètent, imaginant le redoutable danger auquel les garçons pourraient être confrontés seuls là-bas. Elle contemple la vaste nuit noire et prie en silence pour que tous les garçons reviennent en sécurité au temple. À un autre endroit de la bois, il court avec une grande agilité, serrant fermement son bouclier et sa petite hache de affrontement. L'enfant humain songe sérieusement aux événements de la nuit tout en se déplaçant en silence dans les bois sombres. Il sait que le redoutable appel qu'il a lancé pour laisser son ami derrière lui restera marqué pour toujours dans sa mémoire. Il détaille que affronter aux bêtes ensemble signifiait la issue pour les habitants et qu'un seul sacrifice était le seul moyen d'avoir une chance de se venger un jour. Toute cette tragédie froide et inévitable fait que l'enfant se souvient douloureusement de pertes similaires de son propre passé. Il sait qu'attaquer désormais ne serait qu'une mort inutile et que le geste le plus intelligent consiste tout simplement à poursuivre le démon discrètement. L'enfant humain jure de découvrir le antre de l'entité pour venger ses proches, croyant fermement qu'il a tiré le meilleur parti des éclaireurs dans sa décision, non. Regardez le doux sourire et les propos douces de Gouéjol avant le affrontement, ce qui rend cet appel encore plus douloureux. Toutefois, cette décision pragmatique et froide continue de tourmenter ses réflexions, lui faisant ressentir un fort sentiment de culpabilité. Ce n'est pas une profonde amertume et une hostilité silencieuse que toute cette horrible souffrance se produit uniquement parce que les démons continuent d'exister à travers le monde. Sorti de nulle part, la botte d'un guerrier piétine fermement le sentier à quelques mètres de lui, étonnant l'enfant avec une voix familière. C'est Goshion, un guerrier de patrouille d'Okebi du temple qui le contemple furieusement mais rassuré de le retrouver là-bas dans la bois. L'enfant le reconnaît tandis que le guerrier de patrouille se plaint durement des énormes soucis causés par ses enfants au temple. Goshion demande sur le zone où sont les autres garçons, faisant détourner le regard d'Issei avec une expression complètement sombre et triste. Issei montre les traces ensanglantées et dévoile qu'ils ont croisé un jeune homme asiatique et que Gojil a malheureusement fini par être dévoré par celui-ci. Les yeux du guerrier s'écarquillèrent de choc et d'horreur à ces paroles que le jeune enfant avait été abattu et mangé par un démon, consumé par une rage accablante. Goshion serre le poing si fort que sa main débute à trembler violemment de rage. Il demande où se trouve l'entité et quelle apparence elle a, et Issei répond que c'est une bête ressemblant à un cheval avec de multiples visages humains. Le guerrier déclare qu'il doit se dépêcher et déclare au garçon de rentrer au temple, laissant Issei perplexe en remarquant que le guerrier de patrouille ne paraît pas reconnaître la bête. Issei lui suggère d'attendre des renforts, mais Goshion riposte, déclarant avec fierté qu'il est l'un des 5 Dokebi les plus puissants du temple en termes de force pure. Le jeune humain baisse tout simplement le crâne et demeure entièrement silencieux devant la détermination obstinée du guerrier rose expérimenté. Issei choisit de se joindre à la chasse, mais Goshion rejette sur le zone LED, affirmant que la situation est bien trop dangereuse pour un débutant. Issei maintient, où sont ceux qui aiment dans la bois. Il s'avère que Goshion est désormais l'amour de l'amour tandis qu'Issei est l'amour du Gangplan. Naran-Sasa, Ilchui Itizi dans le Hapa d'Alumitan en PA Angangé pour ceux qui aiment Irijig à ceux qui sont aimés et non à ceux qui sont aimés par ceux qui sont aimés.
les Dokabi sont ceux qui sont aimés dans les Agani qui sont ceux qui sont aimés par ceux qui sont aimés, violemment endommagés par l'attaque du démon. Des morceaux de chair tordue et des dents de démon sont éparpillés le long du sentier de terre rouge de l'ancien site de affrontement. Ilchui demande anxieusement si la bête les suit toujours, et Woljang répond avec souffrance qu'il va bien malgré sa grave plaie. Woljang pleure avec une profonde tristesse, se demandant s'il est vrai que seuls ont survécu, craignant le pire sort pour son plus jeune ami abandonné. Ilchui hurle furieusement qu'ils auraient pu secourir leur ami s'ils s'étaient battus ensemble, blâmés de jouer avec leur tête avec des rationalisations. Woljang le traite d'idiot et déclare avec amertume que survivre ainsi est une honte pour eux en tant que frères et futurs chasseurs de démons. Ilchui demeure complètement figé, sans aucune réaction, à ces paroles, ces vérités dures et douloureuses venant de son propre coéquipier. Tout à coup, les pleurs d'un bébé odieux recommencent à résonner bizarrement au cœur de la bois sombre. Ilchui ouvre grand les yeux baignés de larmes et de sueur, sentant une gigantesque vague d'effroi monter dans sa poitrine lorsqu'il entend le son. Un petit démon effrayant en forme de bébé surgit flottant devant lui le jeune guerrier blessé. Il contemple l'entité flottante avec étonné, réalisant que Bizarre Bing est en fait un enfant démon de bas niveau. Le petit bête fait apparaître un large sourire grotesque, laissant échapper un cri aigu parmi les bois silencieux. Sorti de nulle part, une arme lourde s'écroule à vive allure et attaque violemment le crâne de la petite entité. Ilchui hurle de rage et délivre un coup écrasant, refusant de laisser un démon trash se moquer de lui. Il exprime toute sa frustration en blâmant Ise, affirmant qu'il aurait anéanti le plus grand démon si l'humain ne s'était pas mis sur son sentier. Woljang pleure de rage en étant d'accord avec son ami, jurant qu'il utilisera sa propre arme pour venger la issue tragique de Guéjol. Consumé par la hostilité, le jeune guerrier hurle de toute sa puissance qu'il doit traquer et anéantir jusqu'au dernier démon. Mais avant qu'il puisse bouger, l'entité géante à de nombreuses têtes surgit en silence et d'une façon terrifiante juste derrière lui. Une attaque étonnée et particulièrement brutale se déclenche, projetant une quantité massive d'hémoglobine dans l'air de la bois. Ilchui est entièrement horrifié et figé, témoin de l'attaque brutale qui se déroule sous ses yeux. Il hurle le nom de Woljang d'une voix tremblante, le voyant gisant sans vie sur le sol au milieu d'une gigantesque mare d'hémoglobine. La bête à de nombreuses têtes marche victorieusement sur le corps immobile de Woljang tandis que le jeune aux cheveux bleus contemple tout cela sous le choc total. La entité grotesque fait apparaître un sourire narquois, savourant la panique absolue et la vulnérabilité du chasseur rescapé. Les mains tremblantes et ensanglantées, Ilchui saisit le manche de sa masse en métal, essayant de rassembler le bravoure qui lui demeure. Il hurle furieusement contre le démon qui a profané le corps de son ami, jurant de l'écraser comme il l'a fait avec la petite entité flottante. Les larmes aux yeux, il jure d'employer toutes ses forces pour se vaincre pour ses frères tombés au combat et honorer leur mémoire. Charge en avant en hurlant pour se venger, mais le gigantesque gueule du démon se referme violemment autour de lui tandis que précis. Consumé par les ténèbres de la défaite, ses derniers propos murmurés ne sont qu'une lamentation sur une revanche non accomplie. Sorti de nulle part, une lance particulièrement redoutable fend l'air avec précision et attaque la bête juste à temps. Gauchion pousse un rugissement furieux, demandant où le démon pense mettre la main en blessant les enfants protégés du temple de Guizu. Pag Unig Ngayon, Yum 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 Ula Ange Yum Yum Kakimage Ng Angan Ayaz Kukawang patrouiller Kotapang The Lakasan Mga Parasaan. Que font-ils pour se moquer de ceux qui sont de braves patrouilleurs et des prétendants? Gauchion est celui qui ne souhaite pas être ensemble. À quoi sert un Kotapang? Je ne veux pas de ceux qui sont dans la même situation que les patrouilleurs Kotapang. Les patrouilleurs ne veulent pas nier le père Tatapoto. Le guerrier de patrouille est celui-là, le guerrier de patrouille est celui qui va avoir une crise cardiaque et s'assurer que la marque que la commode va avoir avec le médicament basé sur le Barator et que celui qui ne va pas être satisfait de la commode va être Merigayon et être couvert par les Moka. Les Maglinto Merigayon selon cette Pagada se marient. Ayuno, Issei a retrouvé mon guerrier de patrouille Ikuta Izalaga Likateye de l'Isaoui son Isaoui. Ilchui déplore en larmes l'enfant humain, affirmant qu'il est le seul responsable de la issue tragique de ses deux amis. Issei déclare à son partenaire de retourner seul au temple pendant qu'il demeure sur place pour secourir, mais Ilchui ne comprend pas pourquoi, étant donné que le guerrier de patrouille est en train de gagner, l'enfant sait que la force du guerrier de patrouille est supérieure, mais se souvient de la leçon selon laquelle l'exercice des démons n'est pas résolu par la seule puissance physique brute. Issei craint que si le guerrier de patrouille s'écroule dans le piège psychologique, le démon ne s'installe dans le noir, il aura besoin d'une aide urgente. Se concentrant strictement sur le affrontement, Gauchion rugit bruyamment, déclarant qu'il mettrait définitivement un terme à cet affrontement tandis que précis. Tout à coup, les têtes des garçons décédés apparaissent sur le corps de la bête, pleurant et suppliant leur oncle de ne pas leur faire de mal. Les yeux de Gauchion s'écarquillent et il se fige instantanément à la vue de les expressions paniquées de ses jeunes pupilles imprimées sur la bête. Entièrement secoué émotionnellement, le guerrier balbutie les noms de Woljang et Gigiol, hésitant à transporter le coup final.
Profitant de cette ouverture, le démon se déplace rapidement et empale le corps du guerrier de patrouille de manière brutale et inattendue. Gauchion hurle de souffrance et de rage profonde, maudissant la bête pour avoir eu le culot d'employer les images des enfants pour le tromper si salement. Même blessé, il essaie alors de réagir avec fureur, lançant une contre-attaque désespérée pour se libérer des griffes ennemies. Le crâne illusoire du plus jeune pleure et déclare que son oncle avait promis de le rassimiler à se vaincre avec un bâton, brisant ainsi l'esprit du guerrier de patrouille. Le visage de Gouégiol ne cesse de se lamenter sur combien ils attendaient ce jour avec impatience, laissant Gauchon complètement paralysé de remords et de souffrance. Les têtes des garçons pleurent, déclarant qu'ils sont toujours en vie et demandant à leur oncle de les secourir de ce redoutable bête. Rationnellement, Gauchon sait très bien que ces apparitions ne sont que de illusions trompeuses du démon, et qu'il doit les écraser aussitôt. Mais des émotions débordantes finissent par obscurcir le jugement de tout être vivant doté d'un cœur, lui faisant perdre sa concentration au combat. Et le redoutable démon, Asion Yongma, saisit cette vulnérabilité émotionnelle des êtres vivants avec une précision redoutable. Utilisant l'expérience de ses chasses précédentes pour exploiter l'amour et la culpabilité de ses victimes, il leur fait perdre entièrement l'envie de se vaincre. Le démon sait pertinemment qu'il n'y a jamais eu une seule proie capable de résister à ce genre de cruelle souffrance mentale. Le MC attaque alors directement l'entité. L'entité comprend qu'au cœur de toutes ses victimes passées émerge une présence totalement inhabituelle de tout ce qu'elle a jamais vu jusqu'à ce jour. Il s'écharge avec de l'hémoglobine dans les yeux, serrant fermement sa petite hache, déclarant froidement au guerrier de patrouille de reprendre ses esprits parce que cette chose devant eux n'est qu'un démon. Si vous voulez la suite, aimez et commentez.